Alors, je vais maintenant me tourner vers le professeur Emmanuel Linco. Je voudrais te remercier tout d'abord d'avoir accepté de venir ce soir, malgré un calendrier assez chargé, puisque, outre tes activités de recherche et d'enseignement, tu es quand même souvent en déplacement en Asie centrale et ailleurs. D'ailleurs, je crois que tu repars bientôt. Donc on est vraiment très content de t'avoir ici ce soir. Tu es professeur à l'Institut catholique de Paris depuis maintenant quelques années. Tu es surtout spécialiste de la Chine contemporaine. Tu as commencé à travailler notamment sur l'aspect culturel de la Chine. Tu as également une formation en sociologie. Donc ça te donne, disons, tu as plusieurs angles d'attaque sur la Chine, ce qui te permet de travailler souvent sur des sujets très divers et très variés, avec voilà, des croisements tout à fait intéressants dans ta production scientifique. Tu es également consultant et chercheur associé à l'IRIS. Par ailleurs, tu es directeur de la revue Asia Focus, une nouvelle revue créée depuis quelques mois maintenant sur Internet et qui publie régulièrement des articles très intéressants sur l'Asie en général. Last but not least, tu es membre d'honneur du comité Asie de la NAGI HEDN. Et enfin, je voudrais signaler que parmi tes nombreuses activités, tu accompagnes aussi régulièrement des voyages d'études en Asie et notamment en Asie centrale. Le prochain voyage sera précisément en Asie centrale à la fin du mois d'août et si j'ai bien compris, il reste des places. Donc pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à venir en toucher un mot au professeur Emmanuel Linco à la fin de la conférence. Alors merci encore une fois d'être ici ce soir et de nous parler des nouvelles routes de la soie, de leurs enjeux idéologiques et de leur réalité stratégique. Merci beaucoup, mon cher Igor, de cette présentation élogieuse et merci à toutes et à tous de venir ce soir pour donc aborder un sujet qui vous est peut-être pour beaucoup déjà familier, donc j'essaierai de sortir des banalités. Et merci de rappeler effectivement qu'il y a quelques places de libre encore pour un voyage que je crée et que j'organise en Asie centrale chinoise jusqu'au Tibet fin août, début septembre. Donc, avis aux amateurs. Donc, les routes de la soie, comme tu l'as rappelé, ma spécialité première notamment, c'est l'histoire culturelle contemporaine de la Chine et l'histoire culturelle de la Chine en général. Et donc, quand on s'intéresse aux routes de la soie, évidemment, il faut s'intéresser à l'histoire même de cette expression qui a été forgée dans le contexte de la fin du 19e siècle, au moment où le monde chinois et l'Asie centrale étaient partagés entre plusieurs aires de souveraineté, entre les grandes puissances coloniales ou impériales, et notamment les régions donc, actuelles de l'ouest de la Chine, telles que le Xinjiang, qui signifie, comme on le sait, en langue chinoise, la nouvelle frontière, littéralement, et qui s'est appelé ainsi seulement à partir des années 50, c'est-à-dire après l'avènement du régime communiste, et qui jusqu'alors, dans les manuels d'histoire et de géographie, français notamment, portait un tout autre nom, celui de Turkestan chinois, pour le distinguer du Turkestan russe. Et on doit donc cette expression de route de la soie à un certain géologue allemand du nom de von Richthofen. Et comme toute expression, évidemment, elle est datée, et j'en ai présenté le contexte brièvement, mais elle est aussi, bien sûr, très réductrice. C'est-à-dire que sur ces routes de la soie, évidemment, on ne commercialisait pas que de la soie. Et on le sait, ces itinéraires qui relient l'Extrême-Orient à l'Extrême-Occident étaient assez diverses, mais aussi assez riches d'un point de vue des denrées, effectivement, qui étaient échangées. Pour actualiser mon propos, et on va commencer à entrer dans le vif du sujet, jusqu'à la fin des années 80, grosso modo, c'est-à-dire jusqu'à l'effondrement du régime communiste soviétique. Les routes de la soie, on n'en parlait guère.
tout simplement parce que, pour des raisons liées à la guerre froide, bien sûr, toute une partie du monde nous était littéralement fermée. Il y avait certes quelques projets de coopération archéologique, notamment à l'époque de la perestroïka en Ouzbékistan avec les Français, et du côté d'Afrosiab, c'est-à-dire près de Samarcande. Mais des choses vraiment très isolées, très marginales, et d'une manière générale, pénétrer dans cet espace méridional soviétique, c'était évidemment quasiment une gageure. Sauf qu'à partir de la fin des années 80, pour cause de perestroïka, mais aussi du fait même de l'éveil déjà avant même l'effondrement du bloc soviétique de ces nationalités dans les régions dites soviétiques de l'Asie centrale, il y a eu un certain nombre d'initiatives justement pour faire connaître un peu mieux, notamment en Occident et en Europe occidentale, cette partie du monde. Et j'en veux pour preuve ce projet oublié depuis, mais qui avait été à l'initiative de l'UNESCO à partir de 1988, et c'était un projet décennal qui s'intitulait Route de la soie, route de dialogue. Et chose particulièrement intéressante, juste après l'effondrement du bloc soviétique et la proclamation de l'indépendance de toutes ces anciennes républiques soviétiques de l'Asie centrale, dont le nom se termine par Stan, elles sont innombrables et on y reviendra sans doute. Enfin, innombrables, non, elles sont nombrables, mais elles sont assez nombreuses. Eh bien, ces pays nouvellement indépendants ont saisi la balle au bond et ont voulu, par tous les moyens, et avec raison, mieux faire connaître leur existence, tout simplement, en développant ce projet initial qui avait notamment été à l'origine créé par les autorités soviétiques. Bon. Et à partir de 1991, cet espace centra-asiatique connaît bien sûr un regain d'intérêt dans un environnement par ailleurs économique, stratégique extrêmement difficile pour les pays concernés, et surtout d'un point de vue sociologique, chose extrêmement intéressante, on a là de nouvelles identités qui commencent à s'élaborer. Des États-nations qui jusqu'alors n'existaient absolument pas. Et l'élaboration de ces États-nations se poursuit évidemment aujourd'hui encore, ce qui fait de l'Asie centrale l'une des régions sans doute les plus intéressantes, les plus clivées, les plus complexes aussi, parce que, sans en faire l'histoire, ce n'est pas le sujet de ce soir, il y a eu évidemment un découpage arbitraire du fait d'abord des Russes, ensuite des Soviétiques, mais aussi des Chinois, comme n'importe quelle autre puissance coloniale l'a fait, notamment dans les régions de l'Afrique subsaharienne. Donc avec un découpage de frontières qui ne tenait pas compte, et à dessein, des particularismes culturels, linguistiques des peuples concernés, et donc un imbroglio dont nous sommes aujourd'hui les héritiers. Donc avec des minorités tadjiques chez leurs voisins, des Ouzbeks en minorité chez les Kirghizes, des Kirghizes en minorité chez les Ouzbeks, et tout cela a été clairement voulu, programmé d'abord par Lénine et son successeur Staline notamment. Bon. Donc il est important de rappeler effectivement ce contexte anté-soviétique et post-soviétique, parce que c'est évidemment en grande partie notre sujet. Et à la faveur donc de ces indépendances, de tous ces États nouveaux que la Chine, entre autres États, va s'empresser de reconnaître, redécouvrant par là même tout un arrière-pays qui, sur le plan culturel et historique précisément, lui était ô combien familier, eh bien, on a redécouvert aussi à notre tour, par voie de conséquence, tout un patrimoine, toute une histoire qui s'était grosso modo arrêtée pour des raisons idéologiques que je viens d'expliquer, la guerre froide, au début du XXe siècle. Et donc, à partir du début des années 90, on a redécouvert tout un patrimoine absolument extraordinaire, mais aussi toute une partie historique des enjeux qui avaient mis aux prises des
des acteurs internationaux, des belligérants même particulièrement importants pour la région jusqu'au début du XXe siècle précisément, savoir la Grande-Bretagne, la Russie pour l'essentiel, et donc toutes sortes d'histoires tout à fait, je dirais, croustillantes et que je vous incite à découvrir ou à redécouvrir et à lire, notamment l'histoire des rivalités entre tous ces archéologues de toutes les grandes nationalités européennes d'alors, et pour l'essentiel français, allemands et britanniques. Et bien sûr, on pense à Paul Pelliot, à Orelstein, à Albert van Lecoq, qui faisaient bien sûr de l'archéologie, mais pas seulement, c'était aussi des espions et des hommes du renseignement qui sillonnaient les routes de la soie et qui ont par ailleurs rapporté quantité d'objets, de découvertes de toutes sortes, et notamment à Paris, où vous avez un fonds, le fonds Paul Pelliot, que conserve la Bibliothèque de France et pour partie le musée Guimet, qui est tout à fait extraordinaire et qui a été découvert par Pelliot lui-même, bien sûr, en 1908. Et je le dis parce que l'année prochaine, très certainement, l'on célébrera d'une manière ou d'une autre cette découverte archéologique extraordinaire, qui est sans doute l'une des plus grandes découvertes archéologiques du XXe siècle, dont on fêtera donc le 110e anniversaire. Et toute cette partie de l'histoire des routes de la soie est liée à ce que un certain nombre d'auteurs de la fin du 19e et du début du 20e siècle appelaient, et surtout côté britannique, le Great Game, c'est-à-dire donc le grand jeu, littéralement. Et d'ailleurs, puisque la période estivale, n'est-ce pas, on s'en rend compte, approche, n'hésitez pas à lire ou relire Peter Hopkirk, Bouddhas et rôdeurs sur les routes de la soie. C'est l'un des livres les plus géniaux qui soit, mais aussi du même auteur, Le Grand Jeu, tout simplement, qui a été traduit enfin en français il y a maintenant 3-4 ans. Bon. Alors je clôt très vite cette présentation, je dirais historique, parce qu'encore une fois, ce n'est pas le sujet de ce soir, mais rappelons par ailleurs que même si ces routes de la soie ont existé, et dans l'espace et le temps, elles ont relié un espace tout à fait considérable, hein, c'est-à-dire l'ensemble de l'espace eurasien, et ceux du IIe siècle avant notre ère, donc ce qui correspond pour les dynasties chinoises à l'époque des Han de l'Ouest, jusque, grosso modo, au XVe siècle, et cela correspond à des événements capitaux de l'histoire stratégique mondiale, c'est-à-dire donc tout particulièrement la victoire des Mongols et l'installation de micro-dynasties locales dans cet immense espace eurasien que les Mongols contrôlaient, et notamment côté chinois, l'instauration de la dynastie des Yuan. Bon. Et ceci est important à rappeler parce que durant cette époque, certes, des hommes ont voyagé, des idées ont voyagé, et c'est très important aussi d'un point de vue des perceptions. Et j'arrêterai enfin sur cet aspect-là pour rebondir sur des aspects plus contemporains enfin, parce que il ne faut jamais oublier qu'avec les routes de la soie, même si le sol mental, très belle expression de Jacques Gernet, de la Chine n'a pas été considérablement changé par l'impact apporté justement par ces voyageurs venus du lointain Occident. Néanmoins, d'un point de vue des perceptions, ça c'est une chose très très importante à rappeler. Pour les Chinois, à la fois de l'Antiquité et du Moyen-Âge, donc ça remonte, ça recouvre une période de près d'un millénaire, même un peu plus, hein, beaucoup plus. Eh bien, le premier Occident pour les Chinois, c'est certainement pas l'Europe. C'est encore moins, évidemment, les États-Unis, bien sûr. Ce serait un bel anachronisme. C'est avant tout l'Inde et l'Asie centrale. Vous regardez une carte, alors malheureusement, nous n'en avons pas, mais vous avez une très belle photographie qui vous montre cette route mythique qui est l'une des plus belles du monde, la Karakorum, qui relie donc le nord-ouest de la Chine, cette province du Xinjiang, ouïghour à majorité, à l'actuel Pakistan, et donc au-delà de la Karakorum commence la vallée de l'Indus, bien sûr. Bon. Mais ce qu'il faut bien concevoir, c'est que
toute cette partie occidentale donc, est constituée du monde indien et du monde centra-asiatique aux yeux des Chinois. Ça, c'est très important. L'Occident, encore une fois, pour les Chinois, c'est pas tant l'Europe, c'est d'abord l'Inde et l'Asie centrale. J'insiste bien là-dessus parce qu'on va y revenir aussi. Dans l'histoire des idéologies, le bouddhisme, par exemple, est considéré non pas comme religion orientale par les Chinois, mais bien comme religion occidentale. Et oui, ça vient de l'Ouest, ça vient de l'Inde. Que dire évidemment de l'islam ou bien plus marginal encore du nestorianisme, donc l'une de ces branches du christianisme qui s'est développée justement dans le sens ouest-est. Bon, ceci est important, pourquoi? Parce que l'histoire se mord la queue, évidemment, et donc pour les Chinois d'aujourd'hui, entendons le gouvernement chinois, cet espace proche de la Chine que constitue l'Asie centrale et l'Inde, précisément, constitue l'Occident premier, de nouveau, de la Chine. Donc ça, c'est très important d'un point de vue des perceptions. Ça veut dire que cet environnement proche, qui longtemps, pour des raisons idéologiques ou parce que tout simplement c'était des espaces qui, entre guillemets, ne comptaient pas sur le plan économique, sont des espaces vitaux ou qui tendraient à le devenir. Bon. Donc revenons à l'histoire la plus contemporaine. 1991, effondrement du bloc soviétique, proclamation des indépendances de toute l'Asie centrale ex-soviétique. 4 ans seulement après ces indépendances, que la Chine, encore une fois, et elle n'est pas la seule puissance à le faire, reconnaît. 4 ans seulement, disais-je, après cela, la Chine décide de créer le club de Shanghai. Nous sommes en 1995. Cela est lié, évidemment, il y a un lien de cause à effet, à un phénomène économique important, savoir que du fait de l'extraordinaire croissance que connaît déjà la Chine depuis au moins 15 ans, depuis les réformes initiées par Deng Xiaoping, eh bien, la Chine a un besoin absolument énorme d'énergie première, d'hydrocarbures, etc., etc. C'est une puissance énergivore. Or, sa production de pétrole et de gaz, qui lui permettait d'une manière relative d'être suffisamment ou quasi suffisamment suffisante, ne l'est plus, précisément à partir de 1995. Donc, c'est un tournant. Et à partir de 1995, la Chine donc, va chercher de nouveaux débouchés et donc de nouveaux partenaires. Et ce partenaire idéal, évidemment, c'est l'Asie centrale. Et tout particulièrement au cœur même de l'Asie centrale. Et depuis lors, ce pays n'a jamais cessé d'être privilégié par les diplomaties chinoises, l'Ouzbékistan, qui est la clé de voûte de l'ensemble de l'Asie centrale. On pourra y revenir. 1995, ce sont pour les années du Parti communiste chinois, les années Jiang Zemin. Et Jiang Zemin, précisément, est un précurseur, bien avant, donc vous l'avez compris, d'une manière subliminale, que l'actuel Xi Jinping, un précurseur à sa manière de cette redécouverte des politiques, de la politique des routes de la soie. C'est-à-dire qu'il faut aller vers l'Ouest, et donc l'Ouest premier, encore une fois, pour la Chine, géographiquement et culturellement, notamment parlant, c'est bien sûr l'Asie centrale. Donc le club de Shanghai naît dans ce contexte. Un contexte donc de difficulté pour une Chine énergivore qui cherche des débouchés, qui cherche aussi de nouvelles alliances, parce que l'effondrement de l'Union soviétique, c'est la fin finalement d'une situation relativement confortable. Pour tout le monde d'ailleurs. C'était un monde bipolaire et donc cela avait permis notamment aux prédécesseurs de Jiang Zemin et notamment Mao Tse-tung bien sûr de se rapprocher des Américains contre les Soviétiques. 1972, etc. etc. Bon. Avec l'effondrement de l'Union soviétique, eh bien, il va falloir créer tout un réseau d'alliances nouvelles. Et de même, évidemment, pour ces pays indépendants de l'Asie centrale, qui doivent du jour au lendemain s'inventer une diplomatie, une bureaucratie, etc. Bon. Et donc, évidemment, là, il y a un opportunisme saisi par la Chine et, avec raison, nécessité donc de développer ces régions.
Et puis, on le sait bien, les relations internationales ont horreur du vide, et donc la Chine comprend qu'il y a tout à fait intérêt, évidemment, non seulement à reconnaître ces nouveaux États, mais à coopérer très vite avec eux. Bon. Donc, vous l'avez compris, ce précédent 1995 est important dans l'histoire de la diplomatie chinoise parce que vous avez là, en définitive, le premier jalon de ce que l'on appelle aujourd'hui, en américain, cet acronyme affreux, LOBOR. Hein, donc, One Belt, One Road, Ida Yilu, pardon, en chinois. En réalité, encore une fois, le père de cette politique, c'est Jiang Zemin au départ. Bon. Cependant, celui qui a officialisé cette politique des routes de la soie, c'est bien Xi Jinping, en 2013, lors d'un discours fameux prononcé à Astana, capitale du Kazakhstan. Et donc, cette politique est importante pour Xi Jinping parce que déjà, si l'on recontextualise les choses, on est à 1 an seulement après l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping, dans des conditions, vous vous en souvenez sans doute encore, assez houleuses, à la suite d'une tentative vraisemblablement de coup d'État fomentée par son concurrent Bo Xilai, destitué, incarcéré depuis, bref, une guerre de factions qui se poursuit aujourd'hui encore en Chine. Donc, situation par ailleurs précaire pour le régime chinois, qui explique par ailleurs l'extraordinaire, je dirais pour aller vite, retour en arrière, d'une certaine manière, par rapport à la forme de gouvernance adoptée par Xi Jinping, hein, c'est-à-dire donc un pouvoir à poigne, alors qu'on avait pu espérer avec les précédentes mandatures, celle de son prédécesseur Hu Jintao en particulier, un relatif allègement du dispositif sensorial, etc. Bon. Et donc, cette politique des routes de la soie, c'est vraiment l'enfant chéri, je dirais, de Xi Jinping. Véritablement, il y tient. Et évidemment, cette politique est clairement identifiée à Xi Jinping. C'est d'autant plus vrai qu'il y a maintenant quelques semaines, à la mi-mai de cette année, a été organisé par le pouvoir chinois un forum sur les routes de la soie, extrêmement important, et comme souvent la diplomatie chinoise fait les choses en très grand, hein. Donc près de 130 chefs d'État où leurs représentants étaient invités, tous les grands dirigeants de toutes les grandes institutions internationales étaient là, notamment Christine Lagarde, etc. etc. Bon. Donc grande messe, hein, je dirais, suivi quelques jours plus tard par un événement qui a été moins médiatisé par la presse occidentale, mais qui me paraît quand même très très important, qui va me permettre de rebondir sur d'autres aspects, savoir l'adhésion en tant que membre à part entière au sein d'une organisation nouvelle créée par la Chine, sur laquelle je vais revenir, adhésion donc du Pakistan et de l'Inde à l'Organisation de coopération de Shanghai. Alors, qu'est-ce que cette Organisation de coopération de Shanghai? Pour aller très vite, c'est une organisation qui a été créée en 2001, dont l'ancêtre n'est autre que le Club de Shanghai, précisément. Et donc, cette OCS, comme on dit en français, est aujourd'hui, après l'ONU, la plus grande organisation internationale. C'est-à-dire que cela recouvre près de 40% des ressources mondiales. Enfin, c'est tout à fait considérable, mais en même temps, c'est un ensemble et un dispositif, il faut bien le dire, assez disparate. Quelle est la vocation, pour aller très vite d'ailleurs, de l'Organisation de coopération de Shanghai? Il y a 2 vocations essentielles. La première, économique, donc dans la continuité du Club de Shanghai, bien sûr, créer une sorte de sphère de coprospérité inter-asiatique. C'est la première chose. Et puis, la deuxième chose, qui a pris le pas d'ailleurs sur le premier des critères, c'est sa vocation sécuritaire.
Et cette vocation sécuritaire ne cesse de prendre de l'importance pour des raisons évidentes, Daesh, le terrorisme djihadiste international sur lequel nous allons revenir. Bon. Mais ce qui est très intéressant, donc, c'est l'adhésion du Pakistan et de l'Inde à cette organisation. Et ça l'est parce que, je ne vous apprends rien, ces deux États sont viscéralement rivaux, en définitive. Donc c'est un coup de maître diplomatique que d'avoir rapproché et d'avoir su intégrer précisément New Delhi et Islamabad dans une organisation. Bon. Rappelons très vite d'ailleurs quels sont les différends qui opposent le Pakistan à l'Inde et par là même à la Chine, hein, puisque le Pakistan est dans la région l'allié fidèle de la Chine communiste. C'est tout d'abord des différends frontaliers très importants à la hauteur du Cachemire, mais ce n'est pas le seul. C'est aussi, d'une manière toute symbolique, mais néanmoins c'est un autre différent qui compte, là encore, la présence depuis 1959 du Dalai Lama en Inde, qui a été accueilli par les autorités indiennes. Et puis, c'est aussi un précédent qui reste encore très douloureux, le précédent de 1962, qui nous renvoie à un conflit qui a duré pendant plusieurs mois et qui a opposé la Chine à l'Inde. Dans le contexte précisément de la guerre froide, hein, il faut rappeler les rapports de force, et ce conflit a été perdu en l'occurrence par l'Inde. Et depuis lors, une partie du territoire du nord de l'Inde que l'on appelle l'Aksai Chin a été purement et simplement annexée par la Chine et est encore revendiquée bien sûr par New Delhi. C'est-à-dire donc qu'il y a des contentieux évidemment extrêmement importants. Néanmoins, cette adhésion nouvelle de deux États pourtant rivaux montre qu'il y a une volonté claire de développer évidemment des intérêts, des échanges économiques et de coopérer dans le domaine sécuritaire. Ce ne sont pas les deux seuls États d'ailleurs à être sollicités quant à leur adhésion dans la région. Les deux autres États qui pourraient très vite intégrer l'Organisation de coopération de Shanghai sont respectivement la Turquie et surtout l'Iran. L'Iran qui bénéficie évidemment depuis les accords de Genève d'une situation assez favorable, même si Trump semble penser le contraire. Et en tout cas, l'Iran suscite toutes les convoitises, en particulier de l'Inde, qui y voit évidemment un allié ou un partenaire, le mot peut-être allié est trop fort, mais en tout cas un partenaire stratégique lui permettant tout simplement de contourner le Pakistan, son rival précisément, et puis parce que l'Inde n'est absolument pas autonome sur le plan énergétique. Donc évidemment l'Iran peut y pourvoir, et il en va de même aussi pour la Chine qui peut-être comprend que sa politique d'un rapprochement avec le Pakistan risque de lui coûter à terme fort cher. Parce que cette politique des routes de la soie, je vais y revenir, cherche précisément à privilégier un certain nombre de régions de l'Eurasie, et notamment le Pakistan. Et ce, depuis un voyage effectué par Xi Jinping en avril 2015 au Pakistan, où celui-ci a annoncé un plan de restructuration de l'économie pakistanaise de 45 milliards de dollars, c'est quand même considérable, et surtout la réalisation d'un corridor sécuritaire permettant à terme de relier la ville sous occupation chinoise de Kashgar au Xinjiang jusqu'au port pakistanais de Gwadar. Sauf qu'il y a 20 jours maintenant, on a appris, et puis à mon avis, ce sont les premiers, hélas, d'une longue série, que des ingénieurs chinois dans la province pakistanaise du Baloutchistan avaient été assassinés par des djihadistes. Donc évidemment, le Pakistan, c'est pas très safe, on le sait bien. Bon. Et puis surtout, la situation sur le plan politique est tellement pourrie que le Pakistan, c'est peut-être pas le partenaire idéal à terme précisément pour le développement des intérêts chinois dans la région. Bon.
Donc l'Iran, clairement, sans être un grand stratège, va en bénéficier à son tour, d'autant que l'Iran ne demande que cela, hein, c'est-à-dire d'avoir de nouveau le pied mis à l'étrier pour jouer un rôle qui lui conviendrait assez bien, et en tout cas qu'il essaye de jouer à sa juste mesure comme tel au Moyen-Orient, aux côtés de la Syrie, mais aussi en Irak, c'est-à-dire le rôle de gendarme. Et il y a fort à parier que l'Iran va être remis en scène pour jouer ce rôle précisément, cette fois-ci en Asie centrale. Bon. Et donc l'adhésion à terme de l'Iran comme membre à part entière de l'Organisation de coopération de Shanghai n'est, à mon avis, qu'une question de mois, au mieux d'années. Bon. Donc, nous l'avons compris, pour nous résumer, deux vocations essentielles de cette Organisation de coopération de Shanghai, volet sécuritaire et volet économique. Je commencerai tout d'abord par le volet économique. La Chine, outre cette Organisation de coopération de Shanghai, s'est dotée d'un certain nombre d'outils, d'instruments institutionnels, parmi lesquels la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures, mais aussi la Silk Road Fund et la New Development Bank. Alors, ces trois organismes, d'après les experts, ont réuni déjà près de 200 milliards. Mais en réalité, quand on fait le compte de tous les projets d'infrastructure qu'entend développer Xi Jinping pour l'ensemble de l'Eurasie et au-delà, c'est-à-dire Afrique comprise, c'est un gigantesque plan Marshall, en fait, même si les Chinois ont horreur de cette appellation, qui serait d'un montant de 1700 milliards de dollars. Donc c'est du jamais vu. Mais on va revenir évidemment sur ces aspects qui sont loin de faire l'unanimité parmi les dirigeants du Parti communiste d'ailleurs. Bon. Le volet sécuritaire, quant à lui, pour les Chinois, même si l'armée chinoise ne cesse de se développer, on a eu connaissance, il y a maintenant quelques mois, du livre blanc sur la défense, qui fait état d'une augmentation assez exponentielle, comme chaque année d'ailleurs, du budget militaire. Le lancement tout symbolique du deuxième porte-avions chinois, le fameux Shandong, un nom programmatique, rappelons-le, hein, c'est la province natale de Confucius, hein, et un porte-avions, quand il ne sert pas en temps de guerre, et on espère qu'il ne servira pas comme tel précisément, est en réalité un extraordinaire ambassadeur. Bon. Et donc promouvoir le Shandong de par le monde, c'est promouvoir aussi, les symboles parlent d'eux-mêmes, la culture confucéenne, à laquelle se rattache le gouvernement chinois. Bon. Donc, volet militaire, développement évidemment de l'aéronaval, hein, c'est ça qui est privilégié manifestement par les Chinois, avec une obsession d'ailleurs, semble-t-il, quand on discute avec des officiers chinois pour les thèses déjà anciennes de Mahan, hein, donc tendant à privilégier le développement précisément d'une flotte pour sécuriser les approvisionnements énergétiques, hein, c'est le but recherché. Et puis surtout, dans ces aspects les plus conjoncturels actuels, s'épauler sur la puissance russe. Alors ça, c'est assez inédit, et en tant qu'historien, je vais rappeler un certain nombre de choses, parce que ça ne va pas de soi, bien sûr. Parce que les relations entre Moscou et Pékin n'ont pas toujours été empreintes de la plus grande chaleur, pour dire les choses d'une manière toute diplomatique. Sur le temps long, déjà d'un point de vue des perceptions, puisqu'on a fait un peu d'histoire culturelle, quand vous allez à Moscou, par exemple, vous avez un quartier de Moscou, qui n'est pas très loin d'ailleurs du Kremlin, que l'on appelle Kitachgorod. Donc la ville littéralement des Chinois. Donc chinois au sens large, hein, c'était les Tatars, les Mongols, etc. Donc discrimination, à l'origine bien sûr. Pourquoi ? Parce que d'un point de vue des perceptions, tout ce qui vient de l'Est, hein, pour les Russes, c'est synonyme de danger, bien sûr. Et l'histoire ouest-européenne a connu une reconquista contre les musulmans, eh bien, il y eut aussi une reconquista russe contre précisément les populations mongoles, asiatiques au sens large. Bon.
Donc, relation à la fois de défiance, d'admiration aussi, et réciproquement. Et puis, si j'actualise mon propos, il faut remonter évidemment à 1960 et le fameux schisme sino-soviétique pour rappeler précisément que ces relations n'ont pas toujours été les meilleures du monde. Alors, pour des raisons certes idéologiques, on interprétait le marxisme-léninisme d'une manière différente à Moscou et Pékin. Bon, mais ça, c'est l'écume des jours, je dirais. Ce qui comptait davantage, en réalité, c'était bien sûr des luttes d'influence, des conflits, là encore, frontaliers, et puis la volonté, sans doute, d'endosser le leadership de la révolution mondiale, pour les uns comme pour les autres. Bon. En tout cas, schisme, il y eut en 1960, avec, rappelons-le, une très grande difficulté pour la Chine d'alors, qui s'est retrouvée très isolée sur le plan diplomatique. Hein. Et on ne peut pas comprendre, justement, l'évolution désastreuse de la Chine d'alors, la révolution culturelle notamment, sans se référer à cet isolement qui a été celui de la Chine précisément, qui a été prisonnière de son dirigeant Mao Tse-tung. Ça, c'est évidemment très, très important. Et je pense évidemment que les dirigeants chinois actuels ont ces précédents-là dans leur rétroviseur de l'histoire. Plus jamais ça. Bon. Ces relations sont au beau fixe entre Moscou et Pékin, mais depuis peu en définitive. C'est-à-dire qu'on a apuré tous les contentieux de frontières assez récemment, avant même l'effondrement de l'Union soviétique, avec une visite d'ailleurs, rappelons-le, spectaculaire de Mikhaïl Gorbatchev début mai 1989 en pleine manifestation de Tiananmen. Hein. Et puis, à partir donc de 1991, les Russes, se sentant à leur tour isolés, ont cherché un partenaire et donc il y a eu de nouveau réconciliation pour aller vite. Bon. Et cela s'est traduit par la signature, ma foi, importante, d'un partenariat stratégique à partir de 2003 entre les deux États. Si bien que chaque année, les deux armées, conjointement, procèdent à des exercices aéronavals, etc., et d'importance, bien sûr. Néanmoins, avec le temps, on se rend compte que, même si officiellement il y a une position commune sur la plupart des grands dossiers, on le voit pour la Syrie, on le voit pour le nucléaire iranien, bien sûr, sur la volonté affichée aussi bien par Moscou que par Pékin de refuser toute forme d'ingérence dans les affaires d'autrui, souveraineté, et cela est lié bien sûr à l'histoire traumatique de la Chine, mais aussi celle de la Russie. Néanmoins, on se rend bien compte qu'il y a des différends latents. En tout cas, les positions ne sont pas aussi unanimes qu'on le dit. Quelques exemples concrets. 2008, crise du Caucase. La Géorgie est attaquée et deux États naissent à la suite de ce conflit, l'Ossétie et l'Abkhazie, que seule la Fédération de la Russie a reconnu. Pas la Chine. C'est une façon de se démarquer justement de la politique de son voisin et non moins allié. Deuxième exemple, l'Ukraine. Pékin, manifestement, a été très embarrassé par la politique du fait accompli de Vladimir Poutine quand il a annexé la Crimée. Mais en même temps, il faut toujours comparer les stratégies de ces deux États parce que ce qu'a fait Poutine, Xi Jinping pourrait très bien le faire en mer de Chine. C'est ce que les Américains et tous nos stratèges appellent le déni d'accès. Alors qu'est-ce que c'est que le déni d'accès? Eh bien, vous mettez l'adversaire précisément devant le fait accompli. Vous noyautez une région, et puis voilà, c'est comme ça. C'est ce qui s'est passé pour la Crimée. Qui interviendrait en faveur de la Crimée? Personne, évidemment. Ça n'intéresse personne. On va pousser quelques coups de menton, mais bon, la messe est dite. C'est cette stratégie-là que pourraient évidemment adopter les Chinois à leur tour en mer de Chine. Donc évidemment, il faut toujours regarder au-delà de l'aire géographique, d'une aire géographique donnée. Il faut toujours trouver son symétrique, si symétrique il y a, et à mes yeux, il existe. Et cela
ce jugement, cette analyse que je peux avoir est confortée précisément par le choix des Chinois que de vouloir développer tout un dispositif aéronaval. C'est quoi l'aéronaval? Pour aller vite, stratégiquement, c'est une forme de blitzkrieg. Vous intervenez très vite, vous réduisez l'adversaire, vous le mettez devant le fait accompli. Voilà. Puis ensuite, il y a négociation au besoin. Voilà. Donc c'est un peu ça. Néanmoins, différent justement sur la question ukrainienne. Pour une raison, à mon avis, simple, c'est qu'il ne faut jamais oublier, et on va revenir vraiment au sujet parce que je vois que l'heure passe, et j'ai beaucoup de choses à dire encore. Ces routes de la soie, leur objectif, nous concernant en tout cas, vu depuis Paris, vu depuis Bruxelles, depuis l'Union européenne, c'est de faire commerce avec l'Union européenne pour les Chinois. Ne jamais oublier que l'Union européenne, c'est le premier partenaire commercial de la Chine. Ce n'est pas le Japon, ce n'est pas les États-Unis, c'est l'Union européenne. Donc, si l'économie européenne va mal, eh bien l'économie chinoise ira mal. Voilà. Et donc, ces routes de la soie, au-delà, évidemment, des objectifs périphériques que sont le développement de certains de ces axes qui gagneraient aussi l'Afrique, mais aussi, pourquoi pas, la région des pôles, hein, peut-être qu'on y reviendra. L'objectif premier, c'est l'Union européenne, faire commerce avec l'Union européenne. Bon. Sauf que, bon, ben, on l'a compris, le conflit ukrainien, évidemment, rend difficile, entrave, évidemment, ce commerce. Et puis, il existe, pour conclure sur ce point, d'autres différends importants qui ne manqueront pas de ressurgir entre Moscou et Pékin. C'est la très grande présence de migrants chinois en Extrême-Orient russe qui provoquent des dissensions interethniques, quoi. Ils ne sont pas les bienvenus. Vous allez à Vladivostok, vous voyez que Vladivostok, ce n'est plus qu'une ville russe, c'est aussi une ville chinoise. Bon, et ça indispose, comme on dit. Et Poutine en est parfaitement conscient. Il y a 3 ans, je crois, un ministère de l'Extrême-Orient russe a été fondé à Moscou. Donc ces régions sont prioritaires pour Moscou. Parce que ce sont des régions qui, longtemps, ont été délaissées pour cause de crise économique, certes, mais aussi parce que c'est loin, tout simplement. Bon. Sauf que ce sont des régions évidemment très importantes, déjà économiquement on le sait. Hein. La Russie depuis toujours, pour parler ou presque comme Fernand Braudel, est victime de ce que l'on appelait en géographie la tyrannie de sa géographie. La Russie utile et sa population est à l'ouest de l'Oural. Et toutes les richesses, les gisements miniers, etc., sont à l'est. Bon, donc tyrannie, parce qu'évidemment, il faut acheminer tout cela vers l'ouest. Bon. La Sibérie est en train de changer à vitesse grand V du fait du réchauffement climatique. Donc on découvre d'autres possibilités de mettre en valeur cet immense territoire sous-peuplé, encore sous-peuplé, 8 millions d'habitants seulement. Et puis, ne jamais oublier, peut-être que nous aborderons, ou vous aborderez en me posant des questions sur ce point-là, la situation de la péninsule coréenne. Nous serons peut-être les contemporains d'une réunification des deux Corées. Et donc, si réunification il y a, c'est un scénario auquel il faut penser raisonnablement, et bien évidemment, c'est toute la région qui en sera impactée. Et bien sûr, la Sibérie orientale. Bon, donc pour les Russes, il s'agit évidemment de faire acte de présence, mais il y a ces différends importants. Et puis l'autre problème qui se pose à ce bon déroulement des routes de la soie pour M. Xi Jinping, c'est la situation en Asie centrale. Tous les voyants, ou presque, sont au rouge. Boom démographique pour une population en grande partie paupérisée, surtout dans le sud de l'Asie centrale. Pas de débouchés, pas d'avenir, des sociétés potentiellement gangrénées par le djihadisme international, des problèmes de succession pour des potentats locaux qui souvent, dès le départ, étaient issus de la nomenclature soviétique et se maintiennent mordicus au pouvoir.
On pense bien sûr à Nazarbayev, hein, le président du Kazakhstan, même si manifestement des signes indiqueraient la préparation de sa succession. Massimov, qui était son Premier ministre, est devenu le chef des services secrets du Kazakhstan. C'est un secret de polichinelle. Hein. Et Massimov, a priori, lui succéderait après la mort de Nazarbayev. C'est une oligarchie. Hein. Avec une chose intéressante, surtout dans ces régions, c'est un peu comme l'Afrique. Hein. Je ne connais pas grand-chose à l'Afrique, mais quand je lis des ouvrages sur l'Afrique, ça m'y fait toujours penser. Ce sont des réalités claniques, ces sociétés. Et donc, évidemment, l'intérêt d'une famille prévaut sur toute autre considération. Et les clientèles aussi. Massimov, le Massimov en question, qui se retrouverait donc à l'État, au sommet d'un État très riche, très riche, hein, le Kazakhstan, est un Ouïghour. Et donc, être Ouïghour au Kazakhstan, c'est quand même un signe assez intéressant d'une volonté, sans doute, pour le Kazakhstan, peut-être que c'est un jugement un peu hâtif, de ne pas limiter ses intérêts au seul Kazakhstan. Si vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, quand on est Ouïghour, on est a priori assez concerné par le sort de ses compatriotes vivant de l'autre côté de la frontière. À suivre. D'autres problèmes de succession dans la région, Akabayev, le président kirghize, qui termine son second et dernier mandat. Donc, qui va lui succéder? Le Kirghizistan a connu plusieurs fois des soulèvements et c'est une société extrêmement précaire. Le Tadjikistan est de nouveau, comme au début des années 90, au bord de la guerre civile. Le Turkménistan est un pays affamé. Il y a, d'après les quelques rares observateurs qui peuvent entrer dans ce pays au régime encore très totalitaire, il n'y en a que 3 hein, sur la planète, de régime véritablement totalitaire au sens où le définissait Hannah Arendt, la Corée du Nord, bien sûr, le Turkménistan et enfin l'Érythrée. Et le Turkménistan semble connaître une vague de famine, mais ce n'est pas son seul problème, il est victime aussi d'incursions de talibans venant de l'Afghanistan voisin. Et vous l'avez compris, l'autre pays évidemment potentiellement chrysogène, complètement pourri, c'est l'Afghanistan. Bon. Et donc, malgré toutes sortes de tentatives, notamment des pays membres du processus d'Istanbul, une autre organisation créée par la Turquie il y a quelques années, pour préparer justement le retrait des Américains de l'Afghanistan, d'ailleurs qui ne se sont pas tous retirés, loin de là, eh bien, on n'arrive pas à recouvrer la paix dans cette région. Donc, gros problème. Pour les Chinois, c'est business as usual, avec une erreur, à mon avis, historique d'analyse, mais ils n'ont pas été les seuls. Nous, Français, avons commis le même genre d'erreur, en Algérie en particulier. C'est de croire que l'argent peut faire le bonheur de tous. C'est-à-dire que je vais vous construire des ponts, des routes, des stades, etc. Et je vais, de cette manière-là, acheter la paix sociale. Eh bien non. La preuve par l'Algérie, déjà pour commencer historiquement, et puis la preuve par le Pakistan, l'Afghanistan, etc. D'abord, c'est un puits sans fond, parce que l'argent est distribué, et puis il disparaît. Les 45 milliards donnés par Xi Jinping en 2015, on n'a pas vu comment ça s'était concrétisé. Enfin, voilà. Ça pose vraiment des problèmes. Et là où je veux en venir, par anticipation, c'est que ce projet initié par Xi Jinping est un projet qui coûte fort cher. Et des voix commencent à s'élever au sein même du Politburo, pour le peu que l'on en sache quelque chose, parce que ça reste évidemment le régime chinois très opaque. C'est de plus en plus critiqué en haut lieu. Vous savez, c'est l'histoire du banquier. Je sais qu'il y a quelques amis banquiers dans la salle. Vous me prêtez 1 euro, je vous les rends pas, c'est pas très grave, on va pas en mourir. Je vous prête 1 milliard, je ne vous les rends pas, là ça devient sérieux, c'est-à-dire que j'entre dans un état de dépendance.
Et c'est exactement ce qui est en train de se passer pour l'économie chinoise. Et donc certains experts chinois même, je pense à Pei Min-sing qui il y a 2 mois s'était exprimé à ce sujet dans le journal Le Monde, ont tendance à dire que ce projet Route de la Soie est le projet d'un homme seul, Xi Jinping, et c'est de la com, mais de la com qui coûte très cher pour mieux consolider son pouvoir. Et c'est là où je voulais en venir, encore une fois par anticipation. Dans quelques mois, nous allons assister au 19e congrès du Parti communiste chinois, qui est un congrès très important, parce que ce congrès-là fixe pour les 5 années à venir, dans tous les domaines, la politique de la Chine. Et il y a fort à parier qu'il y aura quelques dissensions, précisément, entre les membres. Bon. Une chose est certaine, c'est que la Chine a pris, en tout cas, la mesure d'un danger qui est celui du terrorisme international et qui gangrène bien sûr l'Asie centrale, mais aussi toute cette partie occidentale de la Chine, le Xinjiang. Alors j'ai évoqué, mais ce n'est pas un exemple isolé, le cas de l'assassinat de ces ressortissants chinois récemment au Baloutchistan. Il y eut au mois d'août de l'année dernière également un attentat commis contre l'ambassade de Chine à Bishkek, capitale du Kirghizistan. Bon. Alors, ce projet Route de la Soie, deuxième volet, est un projet sécuritaire également. Et extrêmement ambitieux, et je citerai donc un certain nombre de faits. Il est 20h30, certes, alors je conclus ou presque. Un certain nombre de faits qui ont été notamment mentionnés par Mathieu Duchâtel dans ces papers de l'ECFR, qui est un think tank de l'Union européenne, dont l'un des bureaux est à Paris et que vous pouvez trouver facilement sur Internet, ECFR, sur la Chine et le terrorisme international. C'est un papier fort bien documenté, très intéressant. Et j'ai retenu en tout cas ce chiffre qui dit pratiquement tout. En 1982, il y avait près de 250 000 ressortissants chinois de par le monde. Des hommes d'affaires, des touristes, etc. Bien peu, évidemment. En 2015, ils étaient 125 millions. Donc vous voyez l'extraordinaire croissance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout légitimement, la Chine va intervenir pour défendre les intérêts de ses ressortissants. D'où le développement de l'aéronaval, d'une certaine manière, mais aussi d'autres projets qui sont mentionnés dans ce paper par Mathieu Duchâtel. Le lancement d'1 millier d'avions de transporteurs de troupes, les fameux Y-20, qui sont des avions d'importance, 1 millier, à long rayon d'action. Et puis, de nouvelles générations de drones, etc., etc. Donc c'est assez intéressant de voir qu'on a une armée chinoise qui déploie des moyens assez importants en vue précisément de défendre ces intérêts-là. Et puis, très rapidement, vous avez aussi ce que les internationalistes appellent le fameux collier de perles, avec tous ces ports à vocation civile pour la plupart, qui ont été aménagés en partie avec l'aide des Chinois. Alors, on pense au port de Sittwe en Birmanie, le port de Gwadar au Pakistan que j'ai mentionné, Hambantota au sud du Sri Lanka, le port du Pirée, en Grèce, bien sûr, mais aussi un port pour le moment, c'est le seul, mais il pourrait y en avoir beaucoup plus dans un avenir proche, le port chinois militaire de Djibouti. Et donc l'armée chinoise se retrouve aux côtés et des Français, et des Américains et des Japonais. Sans compter un certain nombre de zones économiques spéciales qui pourraient aussi, à terme, associer le développement d'infrastructures civiles, mais aussi militaires, et tout particulièrement celles qui se développent en Égypte, puisque les relations entre le général Sisi et Xi Jinping sont topo fixes. Bref, sécuriser là aussi les approvisionnements en hydrocarbures, etc., et développer justement une sécurité tous azimuts autour de 2 grands océans où la Chine, clairement, renforce ses dispositifs, l'océan Indien, avec une rencontre conflictuelle probable de nouveau avec l'Inde à terme, même si l'Inde
a adhéré encore une fois à l'Organisation de coopération de Shanghai, et surtout l'océan Pacifique, avec, on l'a bien compris, la confrontation potentielle aussi avec les États-Unis. Et ces routes de la soie, et je conclus presque, sont une réponse évidemment stratégique à la politique développée d'abord par Obama et que reprend en définitive son successeur Donald Trump. Bon. Alors, dans le débat qu'on va avoir, peut-être qu'on pourra développer cet aspect-là. Ce que j'aimerais dire pour conclure enfin, c'est que ces routes de la soie, c'est aussi un projet idéologique très très important. C'est-à-dire que c'est l'affirmation d'une possible alternative au modèle de développement économique hérité de l'après-Seconde Guerre mondiale, de Bretton Woods, du FMI, etc. etc. Ça me paraît très important parce qu'il y a aussi des relents et une dimension dans la rhétorique développée par les diplomates défendant justement ce projet route de la soie, des relents tiers-mondistes qui sont très importants. C'est la solidarité des pays du Sud contre le Nord. Et ne jamais oublier que la Chine a joué un rôle moteur à la conférence de Bandung en 1955, qui a vu naître précisément les pays du tiers-monde. Vous savez, c'est Alfred Sauvy, économiste français, qui avait forgé ce néologisme de tiers-monde en référence aux tiers-États de CIS sous la Révolution française. Et donc l'esprit de Bandung est systématiquement convoqué dans tous les communiqués de presse de Sinroi, de l'agence Chine Nouvelle, pour célébrer l'entente sino-africaine, sino tout ce que vous voudrez, mais cela est évidemment très important. Et toujours d'un point de vue idéologique, il y a bien sûr en Chine depuis maintenant des décennies une dimension nationaliste très forte qui se teinte aussi parfois d'idéologie revancharde, de revanche à prendre sur l'histoire. D'une histoire et d'un passé qui ne passe pas. C'est-à-dire les humiliations héritées des guerres de l'opium. Et donc, nous allons laver, nous, Chinois, le déshonneur que nos ancêtres ont connu. D'où leur confrontation idéologique avec le Japon, avec l'Occident, etc., etc. Alors ça, c'est très important parce que vous avez partout, dans tous les milieux, journalistiques qui sont bien sûr souvent aux ordres, il ne faut pas se faire d'illusions, militaires, etc., des thèses que l'on avait connues, nous, en Europe, dans l'entre-deux-guerres, qui sont les thèses de Spengler, le déclin de l'Occident. Ce sont des thèses déclinistes. Donc l'Occident européen, américain, cette fois-ci, sont en déclin. Et donc, le grand retour de la Chine paraît une évidence, si vous voulez. En tout cas, il y a force de justification par l'idéologie et par l'histoire. Pourrait renaître aussi, dans ce contexte d'Eurasie renaissante, à l'initiative notamment de la Chine, toutes sortes d'idéologies que l'on croyait avoir disparu. Et en fait, il n'en est rien, notamment le panslavisme, mais aussi le pantouranisme, donc des idéologies s'affranchissant évidemment des frontières et tendant à réviser, au nom d'un révisionnisme historique évidemment, tentant à réviser l'histoire pour n'y voir que les bénéfices et surtout privilégier une part de la supériorité supposée des pays concernés, donc respectivement la Russie, la Turquie et puis pourquoi pas la Chine qui développera sans doute à son tour une idéologie pan quelque chose. J'en veux pour preuve le développement de cette notion par ailleurs très très ancienne qui remonte à l'époque des Zhou, donc à l'époque d'Homère pratiquement, si l'on jette un pont entre les civilisations, la notion de Tianxia qui signifie le monde. Qui serait une réponse précisément à une vision très souverainiste des États, celle que les Européens ont construite depuis le traité de Westphalie, et que remettent en cause profondément précisément la Chine et son idéologie. On le voit dans la région du sud de la mer de Chine, dans tous ces contentieux insulaires, en disant et en mettant en avant les précédents historiques
supposée de la Chine dans cette partie du monde, qui lui permettrait donc d'affirmer sa souveraineté sur des îles par ailleurs contestées par d'autres États voisins, et ne reconnaissant par là même pas du tout les normes du droit international. Bon. Je conclus enfin, tu vois. Ce qui me paraît très intéressant, donc, pour terminer, c'est de voir que ce projet est totalement incertain, en définitive. Voilà. Projet utopiste pour les uns, riposte stratégique éventuelle de la Chine contre les États-Unis, et sans doute opportunité pour les Européens à condition que cela puisse saisir justement cette opportunité. C'est-à-dire que Donald Trump annonce la fermeture des frontières américaines, ou quasi, par souci de protectionnisme. Ces projets routes de la soie, sur le plan économique, peuvent être clairement une aubaine pour les économies européennes et françaises en particulier. Peut-être pas dans ces projets d'infrastructures délirants auxquels adhèrent d'ailleurs les pays les plus pauvres de l'Union européenne, hein, les fameux PECO de l'Europe orientale ou de la Grèce, hein, mais dans des domaines autrement plus importants d'un point de vue de leur plus-value, ce que j'appellerais les routes de la soie du numérique. Là, clairement, il y a un domaine où les Européens et les Français en particulier peuvent coopérer avec les Chinois. Et on pourra développer, si vous le souhaitez. Voilà. En tout cas, une chose est certaine, c'est que c'est une ère nouvelle, un projet tout à fait intéressant, qui, à mon avis, aura de toute évidence des répercussions, y compris des répercussions pour l'avenir même de la légitimité ou pas du gouvernement et du Parti communiste chinois. Donc à suivre. Merci beaucoup pour cette présentation, à commencer par la remise en perspective historique et ce balayage vraiment de toutes les problématiques qui se posent concernant ce projet pharaonique, hein, de nouvelle route de la soie. Tu as parlé de, je ne sais même plus quel chiffre tu as cité, parce qu'en fait 1700 milliards, selon les sources, les chiffres varient beaucoup, mais c'est vrai que c'est des chiffres qui nous dépassent complètement à l'échelle européenne et a fortiori française. Je suis frappé en t'écoutant de voir en fait la liste de tout ce qui pose problème dans ce projet, que ce soit les questions économiques, sociales, de sécurité, d'environnement, de corruption, et donc du coup on se retrouve avec d'une part ce projet gigantesque et d'autre part voilà, beaucoup de problèmes, et pour conclure, comme tu l'as dit, de fortes incertitudes. Voilà, je crois que c'est une vraie question. Quel est l'avenir de ces routes de la soie? Est-ce que c'est un projet qui a une réalité d'ores et déjà? Alors peut-être que Christian Vicenti, qui avait animé l'atelier, pourra nous en dire deux mots de nouveau. Et quelles sont les perspectives? En quelque sorte, la Chine s'active sur tous les terrains, la mer, les ports, le militaire, la construction des routes ferroviaires. Voilà. Et néanmoins, malgré toutes ces incertitudes, en effet, autre point intéressant, une place à prendre pour nous, Européens, et en particulier pour la France. Et en effet, c'est vrai que l'idée de se positionner sur des créneaux un petit peu plus, disons, à forte plus-value, mais qui ne nécessitent pas peut-être les sommes absolument astronomiques des grands projets d'infrastructures chinois. Là, il y a peut-être vraiment une carte à jouer que l'Europe, puisque je crois que, enfin, il me semble, mais la salle, vous pourrez peut-être réagir aussi sur ce point, l'Europe est probablement pour nous la seule échelle permettant de nous inscrire dans ce projet et d'y répondre. Alors je vais vous passer la parole pour des questions. Je vous demanderai juste, si vous voulez bien, d'être relativement bref dans vos questions pour qu'on puisse en poser un maximum. Oui, je vais essayer d'être très bref. Et d'abord, je voulais vous remercier. Votre exposé était à la fois très complet, très
très exhaustif et très clair, ce qui n'est pas facile à combiner. Je vais rebondir sur ce que vous avez parlé du Tianxia, parce qu'en fait, c'est l'origine ou le pendant de ces routes de la soie. Au mot Tianxia, je vais ajouter le mot Haipei Shueqing, c'est-à-dire le Tianxia, c'est tout ce qu'il y a sous le ciel, Haipei Shueqing, c'est l'ascension pacifique. Un ancien premier ministre australien a dit que depuis le roi George VI, je crois, c'était la première fois qu'une nation non anglaise grimpait aussi vite au firmament. Et comme pendant militaire de ces routes de la soie, vous avez parlé de la flotte. Les Chinois non seulement maîtrisent aujourd'hui ce que l'on appelle le Fortress In, mais ils maîtrisent également le Fleet Being In, c'est-à-dire qu'ils sont capables de projeter. Et l'alliance avec Poutine, si je me permets de diverger un tout petit peu avec vous, c'est que finalement elle s'inscrit parfaitement dans l'idéologie, notamment de conseillers de Poutine comme Alexandre Douguin, l'eurasianisme et la fameuse théorie de Mackinder, le Heartland et le Rimland, et que cette association entre la Chine et la Russie est quelque chose qui pose un énorme problème pour l'Occident. Et on se retrouve d'une même façon de ce que... Il y avait un fameux télégramme qui était peut-être le télégramme le plus intelligent. À l'époque, les télégrammes existaient encore, de Aircrow, le 1er janvier 1907, quand il pointait les dangers de l'Allemagne, qui, même si elle ne voulait pas être agressive, était perçue comme étant un danger. Et là, on tombe dans la théorie du dilemme de la sécurité de Jervis et compagnie. Mais tu sais, on va prendre un bouquet de questions. Je suggère qu'on prenne un bouquet de questions et j'en ferai la synthèse. Oui, bonjour Monsieur Lingot, merci pour cet exposé. C'est toujours aussi clair et limpide, merci beaucoup. Ma question consiste c'était pas spécifiquement sur les routes de la soie, mais elle concernait l'aspect plus militaire et capacitaire. On constate depuis un certain temps un réarmement de la Chine. Vous avez parlé du deuxième porte-avions. Bon, on constate qu'il n'est pas à propulsion nucléaire et qu'il n'a pas de catapulte, mais c'est une autre question. Et on voit également qu'il y a eu il y a quelques mois, il y aurait eu une restructuration, un projet de restructuration de l'armée populaire de Chine, qui voulait passer ses effectifs de 2 millions à apparemment, je ne sais pas si la source est fiable, à environ 300 ou 400 000 hommes. Est-ce que vous avez des informations sachant si cette évolution est véridique ou pas? Et deuxièmement, est-ce que c'est le signe d'une évolution vers une projection de force en dehors de ses frontières? Voilà, merci. Je suggère voilà, que le micro... Merci. Christian Vicenti, Chine, Russie, Ukraine, route de la soie, au ministère de l'économie et des finances, direction générale des entreprises. D'abord, merci Emmanuel pour, comme toujours, on a toujours un grand plaisir à vous écouter dans cette vision très transversale que vous avez. J'aurais une remarque et une question. La remarque, effectivement, vous avez tout à fait raison que le numérique est une aubaine de possible coopération entre l'Europe et la Chine et l'Asie d'une façon générale dans le cadre des routes de la soie. Ça reste à écrire, c'est incontestable, mais il n'y a pas que ça. On pourrait imaginer le développement durable, le tourisme, et puis on ne pourra peut-être pas faire l'impasse sur les infrastructures, même si elles paraissent faramineuses, parce qu'elles nous impactent d'ores et déjà. Et je ne vais pas insister beaucoup, mais on voit toute l'intelligence économique chinoise qui se développe jusqu'au Graal européen, en quelque sorte, puisque c'est bien le but final, effectivement, de commercer avec les Européens. Et on voit déjà ce que ça donne sur certains ports maritimes ou certaines villes d'Europe. Et tous les jours, pratiquement, nous recevons des informations sur le fait que les Chinois investissent à Valence, en Espagne, s'intéressent à Venise, s'intéressent à Marseille, etc. Et donc, on voit tout le jalonnement, les comptoirs presque, au sens presque... on ne peut pas dire colonial des choses, mais quelque chose qui rappelle en quelque sorte le fait qu'on s'installe et on essaie effectivement d'aller le plus loin possible en pensant que les vulnérabilités régionales, en quelque sorte, européennes ne pourront rien contre ça, et ça pose effectivement la question de la
de la réponse européenne en termes de rééquilibre des échanges, et donc à un niveau qui soit à la hauteur du sujet, parce que quand vous parlez de 1700 milliards de dollars d'investissement potentiel, en réalité c'est même peut-être beaucoup plus en projection plus grande, et donc on aura nous un problème effectivement de montage de poules bancaires pour être peut-être à la hauteur en termes d'infrastructure, pour ne pas simplement se faire plumer, hein, c'est ça. Et ma question, c'est au niveau idéologique, vous avez exprimé effectivement très très bien effectivement la vision idéologique chinoise potentielle qui existe. Je me demande, et je souhaiterais avoir votre avis par rapport à la vision qu'a la Russie de la même question sous une autre forme, et notamment sur le fait que les Russes parlent de l'Eurasie, de la Grande Eurasie, et on pourrait rajouter boréale, et avec une connotation qui nous amène très très loin et qui était vertigineuse, puisque c'est quasiment une version presque ethnique des choses, septentrionale, et je me demande jusqu'à quel point c'est compatible ou pas par rapport à cette vision idéologique chinoise, et pour terminer, si le point d'intersection ne pourrait pas être le SCO, c'est-à-dire l'Organisation de coopération de Shanghai, qui deviendrait en quelque sorte un mastodonte institutionnel que la Chine ne voulait peut-être pas au départ, mais qui l'emporterait dans une vision sécuritaire des choses, parce qu'il faut assurer de toute façon la sécurité des échanges, que ce soit sur terre ou sur mer. Mais là, c'est absolument vertigineux, et je pense que quelque part, les Russes, Dugin, mais pas que Dugin, Timofey Gorbatchev travaille là-dessus sur un institut des hautes études économiques de Moscou, avec une vision totalement, quasiment totalitaire des choses, et qui est très très inquiétante, parce que quelque part ça a pu impacter, même si on ne l'a pas dit ou on n'a pas voulu le dire, jusque dans la campagne présidentielle européenne, où sous prétexte de parler de l'Europe de Gibraltar à Vladivostok, on sentait bien qu'il y avait quelque part un autre projet qui se cachait derrière, et qui est la Grande Eurasie boréale. Merci beaucoup. Vous avez déjà 3 questions, non ? Non. Parce qu'après, il vous reste 10 minutes, monsieur. Oui, allez-y. Allez-y. Vous voulez ? Ok. Une très brève alors, monsieur. Une simple question relativement brève. Vous nous avez bien expliqué quels étaient les enjeux idéologiques et stratégiques, mais pourriez-vous nous donner, même brièvement, un aperçu des trajets qui sont envisagés ? Ce sont des routes, il doit y avoir un trajet. Très bien. Ouais. Et la jeunesse, non ? Yves Pommier, merci pour votre conférence. Je ne vous suis pas du tout sur la question que vous avez quand même mis en conclusion d'incertitude. Quand on regarde ce qu'était la Chine au moment du mouvement des non-alignés, son problème, c'était ce système dollar. Elle a réussi à le contourner en exploitant sa propre force de travail. D'accord, mais elle a réussi. Donc les infrastructures, au-delà de cette solution qui doit être provisoire même pour elle-même, est quand même extrêmement belle. Et je crois que le meilleur endroit pour se poser les problèmes d'idéologie et les problèmes d'efficacité des systèmes de transport, c'est de regarder sur un terrain neutre. Donc, qu'est-ce que fait l'Afrique en termes d'idéologie et en termes d'infrastructure en Afrique ? Pour ce que je vois, c'est très beau. Donc, quel est votre jugement sur ce qui se passe en Afrique, dans le monde chinois africain ? Hop, état de fait, j'ai piqué le micro comme la politique étrangère de la Chine. Je précise, ce sera vraiment la toute dernière question. C'est juste un point pour compléter le fait sur l'Afrique. La Chine construit un port de grande profondeur, un port commercial au Cameroun, et je suppose qu'il y a ce genre de grosses infrastructures qui se font ailleurs. C'est juste que vous ne l'aviez pas cité parmi votre liste de ports chinois. Très bien. Bon, alors, une synthèse de tout cela. Alors, je vais sans doute faire preuve de contradiction, mais j'assume, en reprenant notamment la question de Christian, des rapports entre la Russie et la Chine d'un point de vue idéologique. Il me semble justement que la Russie de Poutine
a des choix de plus en plus divergents par rapport à ceux de la Chine. C'est-à-dire que c'est sans doute lié à la culture même de Poutine, qui est un homme des renseignements, qui a une culture soviétique. C'est un homme qui n'envisage pas l'avenir de la Russie sans un esprit de clôture. Pour la Chine, évidemment, il y a eu l'expérience totalitaire que l'on sait, mais ce n'est plus du tout la même chose, et je crois que le discours, il y a maintenant quelques mois, de Xi Jinping à Davos est un discours absolument fondateur. Tous les experts internationaux se sont étonnés de ce chef d'État chinois qui faisait la part belle au libre-échange, à l'économie libérale, etc. Tout simplement parce que, rappelons que l'intégration de la Chine à l'OMC en 2001, qui est quand même l'événement fondateur du début du XXIe siècle aussi, hein, il faut rappeler cet événement. À mes yeux, et on verra dans 50 ans, on ne sera plus là, mon cher Igor, mais d'autres nous le diront. Tu as peur, mais c'est la réalité. Du coup, je ne sais plus ce que je voulais dire, mais l'événement essentiel de 2001, c'est pas du tout les attentats du 11 septembre. Certes, c'est malheureux, il y a eu 3000 morts, etc., mais c'est un épiphénomène. Le véritable événement structurant, celui qui a changé la face du monde, c'est l'intégration de la Chine au sein de l'OMC. C'est-à-dire que l'accélération des délocalisations industrielles, etc., s'est poursuivie, s'est accélérée, même à partir de ce moment-là, si vous voulez. L'économie, encore pour partie rurale chinoise, a subi également le contre-coup de son intégration au sein de l'OMC. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'économie libérale, d'une manière générale, a largement profité aux intérêts chinois. Et donc Xi Jinping l'a rappelé à Davos. Et de ce point de vue-là, la Chine n'est pas la Russie. Et de ce point de vue-là aussi, c'est toujours très intéressant, sans être informé et être dans le secret des alcôves, de voir comment les élections françaises ont été suivies respectivement à Moscou et à Pékin. À Moscou, bon, on le sait, on soutenait Madame Le Pen. Hein. À Pékin, très vite, bon, on a d'abord soutenu Fillon parce que déjà on le connaissait. Et ensuite, on a soutenu assez rapidement Macron. Pourquoi? Parce que c'est une vision libérale, socio-libérale, on ne va pas jouer sur les mots. Mais en même temps, n'oublions jamais que d'un point de vue des cultures politiques, la France et la Chine ont bien des choses en partage aussi, sans vouloir faire de l'emphase, etc. C'est profondément vrai, c'est-à-dire que d'un côté français, vous avez une culture colbertiste, avec une économie régalienne, un rôle de l'État important, et depuis toujours, notre histoire ne remonte pas à 1789, hein, sous la monarchie c'était le cas déjà. Et puis, côté chinois aussi, bien sûr, un rôle de l'État fort. Donc, une vision, je dirais, libérale à la française. Si on fait très rapidement un peu de l'histoire des idées politiques, vous avez deux grandes familles libérales. Hein. Dans le monde des idées politiques occidentales, vous avez les libéraux version anglo-saxonne, donc c'est l'allégorie de la main invisible de M. Adam Smith, hein, pas d'intervention de l'État. Et puis de l'autre côté français, on l'oublie trop souvent, la vision libérale, c'est pas le désengagement de l'État, c'est au contraire un appui de l'État au développement économique et notamment une intervention de l'État dans le domaine de l'éducation pour le bien du plus grand nombre. Donc c'est pas du tout un désengagement de l'État. Ce libéralisme-là, c'est le libéralisme d'un Guizot, d'un Tocqueville, etc. Bon. De ce point de vue-là, quelque part, alors ça peut faire hurler, hein, parce que la Chine est clairement une dictature, Xi Jinping et ses contemporains, pour la plupart, ont intériorisé cette vision libérale. Et donc, de ce point de vue-là, on a deux systèmes radicalement opposés. Et donc, par ailleurs, pour la petite histoire franco-chinoise, les 5 voire 10 années à venir, si tant est que Macron soit réélu, il y a des chances déjà, eh bien, les relations franco-chinoises seront au beau fixe. On ne peut pas en dire autant des relations, évidemment, avec Moscou. Là, il y a vraiment... Ça, c'était tout à fait intéressant.
comment les élections françaises ont été, à mes yeux, révélatrices, là encore, de dissensions profondes entre la Russie et la Chine. Et rappelons que l'économie chinoise, dans les faits, c'est déjà potentiellement la première économie du monde. La Russie, le PIB de la Russie, c'est à peine celui de l'Italie. C'est un pays misérable. C'est un pays misérable, qui donne des coups de menton, qui joue au gros bras en Syrie et ailleurs. Mais bon, voilà, on a bien compris que la Russie ne faisait pas le poids sur le plan économique. Donc, je ne crois pas, évidemment, à une relation pérenne sur le temps long entre les Russes et les Chinois. Évidemment, non. Et d'ailleurs, se posera, comme en Asie centrale, en Russie, le problème de la succession de M. Poutine. Poutine n'est pas éternel, bien sûr. Et alors, après Poutine, qu'est-ce qui se passera? C'est là le problème. Bon, donc j'espère avoir répondu quelque peu à cette question. Les trajets des routes de la soie sont très diverses. Historiquement, bon, vous avez les axes terrestres nord-sud traversant le Taklamakan et donc le pays ouïghour, hein, avec la voie septentrionale qui coupait l'Asie centrale et puis la voie méridionale qui reliait la Chine à la vallée de l'Indus, etc. et ce jusqu'à la Méditerranée. Donc c'est une histoire ancienne. Et puis ne jamais oublier les routes maritimes de la soie aussi qui ont joué un rôle tout à fait essentiel. Une anecdote. En 1991, lors de la première guerre du Golfe, le dernier et vieux cuirassier de l'armée américaine, le Missouri, bombarde le Châtel arabe pour faire croire aux Irakiens qu'il y aurait un débarquement de GIs. Et en fait, il n'y eut pas de débarquement, sauf que ces bombardements ont soulevé des millions de mètres cubes de terre, révélant des vestiges de jonques de haute mer chinoise dans le Golfe Persique, et des milliers de tessons de céramique chinoise de l'époque des Tang et des Song. Donc, vieil axe maritime, là encore, via les îles de la Sonde, précisément, il y avait relation entre la Chine, son grand port de l'époque, Canton, Al-Zaïtoun, dans les chroniques arabes, l'olive. Pourquoi? Parce qu'on y exportait des olives, et le reste du monde. Bon. Vous avez d'ailleurs un excellent livre à ce sujet du grand sinologue britannique Timothy Brooke, Le chapeau de Vermeer, qui vous explique tout cela par le menu, qui est un livre absolument génial. Donc ces routes de la soie, ce sont d'abord celles-ci, mais aussi très grande diversification depuis lors, c'est-à-dire qu'il faut intégrer le monde. La Chine est une économie monde, ce que n'est pas la Russie précisément. Et donc ces axes des nouvelles routes de la soie, c'est les axes de l'Arctique, de l'Antarctique, ceux qui traversent l'Amérique latine, ceux qui traversent évidemment l'Afrique. Et pour répondre à votre question, est-ce que la Chine est bien aimée en Afrique? Bon, ben non, évidemment non. Il y eut au départ cette solidarité pan-sudiste, hein, qualifions-la ainsi, née à Bandung, là encore, en 1955. Mais dans les faits, la Chine se conduit comme une puissance prédatrice, c'est évident. Et donc, on le sait bien, on lit tout cela. La Chine envoie ses propres ouvriers, etc. Bref, les économies locales, d'une manière générale, en pâtissent. Même s'il y a une rivalité entre, là encore, l'Occident au sens large, mais aussi le Japon, qui a fait son grand retour au début de cette année par une conférence importante à Nairobi en présence du Premier ministre japonais Shinzo Abe, qui annonçait le grand retour du Japon en Afrique. Mais comparé évidemment à la Chine, c'est marginal. C'est marginal, néanmoins, d'un point de vue du ressenti et d'un point de vue de l'image, les populations africaines se sentent lésées. C'est évident. Et il y a eu des révoltes déjà très importantes qui ont commencé d'abord en Afrique occidentale, dans mon souvenir, à la fin des années 90, auprès de la communauté syro-libanaise, qui jouait évidemment un rôle historique important depuis plus d'un siècle en tant que médiateur et commerçant entre, pour aller vite, les Blancs et les Africains. Bon. Et donc ces gens se sont révoltés du fait justement de la concurrence chinoise. Et je conclus sur
Une dernière question tout aussi synthétique ou une réflexion. Évidemment, le problème, comme toujours pour n'importe quelle grande puissance, c'est le fait de sécuriser ses approvisionnements. Et la Chine, là encore, cherche une sorte d'échappatoire par les axes terrestres développés via le Pakistan, etc. Mais il reste évidemment de très grandes difficultés, c'est-à-dire les zones de contrôle qui sont encore évidemment sécurisées par les Américains et leurs alliés, et d'entre tous le détroit de Malacca, par où transite la majorité du fret international. Bon. Et donc, là aussi, si vous voulez, il y a un déterminisme géographique qui fait que la Chine peut difficilement l'ignorer. Voilà, merci beaucoup, bonne soirée.